Alors, je rappelle que l'année dernière, donc, j'ai traité 2 parties du Quattrocento florentin. Le premier tiers, avec notamment Gentile da Fabriano pour la persistance du gothique et Masaccio pour la révolution picturale. C'est le premier tiers. C'était encore l'oligarchie bourgeoise qui dominait Florence. Et puis ensuite, nous avons commencé et terminé le second tiers avec Fra Angelico, Filippo Lippi, Piero della Francesca et d'autres, sous la seigneurie de Côme de Médicis. À partir de 1434, donc, c'est Côme de Médicis, seigneur de Florence, seigneur entre guillemets, qui domine la ville et qui en constitue d'ailleurs son principal mécène. Et nous allons poursuivre dans cette voie, puisque nous abordons cette année le 3e tiers du Quattrocento florentin, avant de glisser sur la suprématie romaine à partir du début du XVIe siècle. Je vous donne donc la présentation dans l'ordre des 4 premiers peintres que nous étudierons: Sandro Botticelli, puis Domenico Ghirlandaio, puis Pietro Perugino, le Pérugin, et Léonard de Vinci, avant d'aborder les 2 géants du XVIe siècle, Raphaël et Michel-Ange. Et puis il y aura aussi quelques œuvres de peintres moins connus, Lorenzo di Credi, Filippino Lippi et Francesco Botticini. Il y a une quarantaine d'années paraissait un ensemble de 4 volumes très importants dans la collection L'Univers des formes sur la Renaissance italienne. Et l'un de ces volumes s'intitulait Le temps des génies. Eh bien, c'est celui que nous allons aborder avec la fin du Quattrocento sous la seigneurie de Laurent de Médicis, dit le Magnifique. Voilà, le titre général du cours cette année, le Quattrocento florentin, 3e partie, sous la seigneurie de Laurent le Magnifique, de 1469 à 1492, donc dans l'activité de ces peintres, sauf pour ceux qui vont poursuivre leur activité au-delà du siècle. Alors, avant d'aborder Sandro Botticelli, il faut tout de même dire quelques mots du seigneur de Florence, Laurent le Magnifique, puisqu'il accède à cette fonction qui est officieuse, bien entendu. Il n'est pas le gouverneur de Florence. À 20 ans, en 1469, il est le petit-fils de Côme l'Ancien, décédé en 1464. Il succède à son père, Pierre, dit le Goutteux, décédé en 1469, et il devient donc, à cette date, 1469, le seigneur de Florence. Et l'oligarchie florentine voyait en lui le patron d'une ère de paix, d'abondance et de gloire. Alors, dans une petite chronologie très courte, il faut quand même noter un événement qui n'est pas particulièrement joyeux. En 1478, c'est la conjuration des Pazzi, parce que bien entendu, il y avait des luttes sournoises, et la famille, la tribu des Pazzi, a voulu donc détruire les Médicis, et il y a eu un attentat dans l'église, dans la cathédrale, à l'occasion d'une messe, et le frère de Laurent de Médicis a été assassiné, tandis que Laurent a seulement été blessé et a pu s'enfuir dans l'église. Il y a eu ensuite, vous pouvez vous en douter, une répression sans pitié, à tel point d'ailleurs que certains peintres ont dessiné des pendaisons de ces conjurés. Laurent est un personnage très cultivé, entouré de grands humanistes. Il a le sens de l'innovation intellectuelle et artistique. Il symbolise l'âge d'or de Florence. Et il a une vision optimiste de l'humanisme chrétien. Nous verrons d'ailleurs certains éléments un peu philosophiques à l'occasion de quelques tableaux
bien connu de Botticelli. Et comme mécène, à la différence de Côme de Médicis, qui a financé directement, par exemple, la restauration de San Marco, et puis toutes les peintures et les fresques de Fra Angelico à l'intérieur du couvent, comme mécène, Laurent de Médicis a plutôt encouragé ses proches à commander des œuvres aux artistes de Florence. Et il est décédé donc en 1492. Nous voyons très rapidement un portrait posthume. Ce portrait posthume, il a été réalisé par l'atelier de Bronzino presque un siècle après sa mort, 1565-69, tout petit tableau qui se trouve aux Offices. Donc ce visage, vous allez le retrouver dans au moins un tableau célèbre de Botticelli. Alors que si pour les images je vais trop vite ou trop lentement, ben vous me le dites, et puis comme on a toute la vie devant nous, voilà, on n'est pas pressé. Voilà, maintenant je vais vous parler rapidement aussi, toujours quelques notes biographiques de Sandro Botticelli. Donc c'est un pur florentin, 1445-1510. Il est né donc en 1445 à Florence, fils d'un tanneur, et son vrai nom c'est Alessandro, qui va devenir Sandro, dit Mariano, dit Vanni Filippeppi. Filippeppi. Le nom de Botticelli va venir d'un surnom donné à son frère et qui va finalement devenir celui de la famille. Une petite particularité au point de vue artistique, c'est qu'il a changé de voie. Son premier apprentissage, c'est dans un atelier d'orfèvrerie. 1459-1460, il est apprenti donc dans un atelier d'orfèvrerie. Mais en 1461-62, il change d'orientation et il est apprenti dans l'atelier de Filippo Lippi, dont nous avons parlé, un des peintres les plus importants du milieu du Quattrocento, et il a été dans cet atelier jusqu'en 1467. En 1470, il installe son propre atelier dans la maison de son père à Florence. Un document nous montre qu'en 1472, il est inscrit à la Compagnie des artistes de Saint-Luc, ce qui était obligatoire pour pouvoir diriger son propre atelier. Et 1475, c'est le début de sa longue amitié avec la famille des Médicis, ce qui va être très important dans sa carrière, ainsi d'ailleurs qu'on va le voir aussi sur certains tableaux. 1478, je vous l'ai dit, le 28 avril, c'est la conjuration des Pazzi, d'or avec cet assassinat dans la cathédrale de Florence, lors d'une messe. On constate d'ailleurs dans l'histoire que assez souvent on a profité des messes pour réaliser des assassinats. Je poursuis ma petite chronologie. Une date très importante sur le plan artistique, c'est 1481, puisque Botticelli est appelé à Rome par le pape Sixte IV pour décorer avec d'autres peintres, dont Ghirlandaio, Perugino, pour peindre donc à fresque les murs de la chapelle Sixtine du Vatican. Je dis bien les murs latéraux, puisque évidemment la voûte c'est Michel-Ange, le mur longitudinal ce sera aussi Michel-Ange plus tard avec le Jugement dernier, et les murs latéraux que tout un chacun qui a visité la chapelle Sixtine connaît, ce sont différents peintres dont 3 fresques dues à Botticelli. Je poursuis ma petite chronologie. 1491, en juillet, Girolamo Savonarole devient prieur de San Marco. Il était dominicain, comme d'ailleurs Fra Angelico, et c'est le début de sa forte influence sur les Florentins. Donc les débuts de Savonarole qui vont durer 7 ans jusqu'à une date qu'on va voir tout à l'heure. 1492, c'est la mort de Laurent le Magnifique.
qui a évidemment beaucoup touché Botticelli, qui était très proche. 1494, la famille des Médicis est expulsée de Florence. Et dans le gouvernement de la cité-État, eh bien, Savonarola accroît son influence et son pouvoir. Ça ne va durer maintenant que 4 ans, puisque le 23 mai 1498, vous le savez, Savonarola, accusé d'hérésie, est pendu et brûlé, place de la Seigneurie à Florence. Botticelli, qui n'était pas à proprement parler son disciple, est néanmoins affecté par la mort du moine. 1501, c'est la dernière œuvre importante de Botticelli, réalisation de la Nativité mystique, que nous verrons bien sûr, la seule œuvre datée et signée. Et Botticelli meurt en 1510. Voilà donc pour cette petite chronologie, et maintenant nous allons aborder une bonne partie, et dans l'ordre chronologique en principe, de l'œuvre de Sandro Botticelli. Commençons par cette Madone dite Guidi, qui se trouve au Louvre. C'est l'un des premiers tableaux de Botticelli. Botticelli qui, je le rappelle, a quitté l'atelier de son maître Filippo Lippi en 1467. Et la composition de cette Vierge à l'enfant se situe dans la dépendance d'une Madone peinte par Filippo Lippi et qui est conservée à Munich. On en verra une autre tout à l'heure. Pour rappel, à cette époque, ça c'est important parce que la dévotion des bourgeois, qui sont les commanditaires des tableaux d'intérieur, des tableaux de dévotion privée, comme c'est le cas pour celui-ci, qui est 73 cm sur 40, ce n'est pas évidemment un tableau d'autel. Eh bien, la dévotion des bourgeois accorde moins d'intérêt à la passion du Christ qu'à l'incarnation divine, autrement dit à la partie joyeuse du mystère du Christ, mystère de l'incarnation. Et c'est pourquoi les Vierges à l'enfant ont énormément de succès. C'est devenu l'image préférée des fidèles. Alors on n'est pas étonné que les peintres, surtout dans les débuts de carrière, eh bien, réalisent énormément de Vierges à l'enfant. On va en voir 3 ou 4 de Botticelli. Et celle-ci donc procède directement de l'atelier de Filippo Lippi, qui avait lui-même pour modèle sa maîtresse devenue, après avoir été moniale, son épouse. J'en ai parlé l'année dernière, mais pour l'instant, admirons cette Madone Guidi. Si vous regardez le visage de la Vierge, vous retrouvez, que vous avez un peu en mémoire ce qu'a fait Filippo Lippi, vous retrouvez ce traitement d'un visage fin, avec évidemment pour l'instant moins de contours fermes qui vont être une des caractéristiques de Botticelli. J'ouvre une toute petite parenthèse parce que lorsque je vous ai cité tout à l'heure les 4 premiers peintres que nous étudierons dans l'ordre, Botticelli, Ghirlandaio, Perugino ou Léonard de Vinci, ils ont tous 4 en commun d'avoir été influencés par l'atelier de Verrocchio. Ce que nous verrons spécialement lorsque nous serons à Léonard de Vinci. Mais Verrocchio, qui était plus sculpteur que peintre, mais a été un peintre innovant. Voilà, cette première Vierge, seconde Vierge à l'enfant qui, elle, se trouve à Avignon. Vous voyez à peu près les mêmes dimensions, vers 1467, donc au sortir de l'atelier de Filippo Lippi. C'est une Vierge allaitante,
là aussi tableau de dévotion privée. Cette œuvre a fait partie d'un groupe de tableaux qui ont été acquis en 1861 par Napoléon III. Le Louvre, évidemment, doit son fonds exceptionnel à toutes les collections royales ou autres au cours des siècles. Et comme pour les premières les Madones, la première qu'on a vue tout à l'heure, le modèle vient de Filippo Lippi. Et ici, le modèle est proche d'une Madone qu'on a vue l'année dernière, celle des Offices avec 2 anges. Je vous la montre juste avant de rentrer dans les détails. Donc ici, Madone allaitante, puisque elle présente son sein à l'enfant Jésus. Vous voyez tout de suite, au point de vue perspective, que le tableau est peint comme si l'observateur était en dessous. Les éléments de perspective sont traités avec un observateur en dessous. Et voilà celle de Filippo Lippi. Donc, qui n'est pas beaucoup plus ancienne, 1465. Voilà, celle de Filippo Lippi, voilà, qui est une des plus belles qu'il ait réalisées, à partir du visage de son épouse, puisque chaque peintre avait ses modèles. On revient maintenant à Filippo Lippi. Botticelli, autant pour moi. Et vous regarderez notamment la main. On va la voir un peu mieux ensuite. Voilà, la main gauche de la Vierge qui est directement influencée par l'art de Verrocchio. Elle est très presque sculptée, avec le traitement des ombres et de la lumière, absolument remarquable, puisqu'avec Botticelli, on va y avoir un progrès dans la luminosité. Très beau visage, avec évidemment ses coiffures compliquées. On va voir tous ces rinceaux, tous ces cheveux au vent, avec Botticelli, bien sûr. Avec le musée d'Avignon et le second musée de France pour la peinture italienne. À partir d'ailleurs de dons qui lui est fait, enfin par le musée du Louvre, qui ne pouvant pas contenir toutes les œuvres, a donné une partie de la collection Campana, notamment, au musée d'Avignon. Troisième Vierge à l'enfant, avec cette fois le Petit Saint-Jean, à nouveau au musée du Louvre. Voilà, c'est un tableau acquis en 1824 pour la collection de Louis XVIII. Alors là aussi, forte marque de Filippo Lippi, mais influence de Verrocchio, avec une plus grande fermeté des contours et une nouvelle vibration de la lumière. Et puis une accentuation progressive de la tendresse du rapport entre la mère et l'enfant. Des éléments de nature morte ou même à droite une quasi-sculpture du côté du trône de la Vierge, du bras du trône, le joli visage aussi du Petit Saint-Jean. Et puis voilà donc cette expression de tendresse qui nous rappelle un peu les vierges de tendresse de l'art oriental.
tendresse, mais retenue, puisque la peinture de Botticelli, dans son ensemble, est une peinture grave, parfois même à la limite de la mélancolie. Alors maintenant, un tableau qui est d'un sujet complètement différent, la force, l'une des vertus, un tableau beaucoup plus grand, qui lui n'était pas un tableau de dévotion privée. C'est une œuvre qui a l'avantage pour les historiens de l'art d'être datable et attribuable à Botticelli par les sources de l'époque. Le tableau faisait partie d'une série de 7 panneaux qui représentaient les 7 vertus, 4 vertus cardinales et 3 vertus théologales. Et ces vertus se trouvaient sur les murs du tribunal de commerce, la Mercanzia, qui avait son siège place de la Seigneurie à Florence. Mais Botticelli n'a exécuté que le panneau de la force, qui est une œuvre de référence dans le parcours artistique de Botticelli et qui permet de découvrir toutes les qualités de Botticelli comme dessinateur, comme coloriste, comme inventeur de thèmes décoratifs, créateur de modèles esthétiques. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, d'une élégance abstraite et raffinée. Et la figure veut exprimer aussi l'assurance de la force tranquille. Et là aussi, l'influence de Verrocchio, qui se manifeste dans l'élégance un peu froide de la figure, et aussi, puisque Verrocchio était sculpteur, la découpe sculpturale des volumes. Alors, cette personnification féminine de la force tient une massue sceptre qui ne figure pas dans les attributs habituels, traditionnels de la vertu de force. Mais on veut nous montrer la force tranquille. Le tribunal, évidemment, veut démontrer au plaignant qu'il dispose de la force pour faire exécuter ses décisions. Voilà, beauté un petit peu froide. On va quelque chose, un petit détail iconographique aussi qu'on rencontre souvent chez Botticelli et d'autres, c'est que l'entourage des saints est réalisé par des rinceaux qui ressemblent à ce que l'on trouve dans la mosaïque antique sur les sols, que ce soit dans des villas ou même dans des églises. Les volutes des rinceaux intéressent beaucoup les peintres, c'est aussi un rappel de l'Antiquité. Voilà donc ce visage un peu froid. Retour à une Madone, Madone de l'Eucharistie, toujours dans les mêmes dimensions. Le surnom du tableau vient évidemment des grappes et des épis qui sont symboles de l'Eucharistie, et que la Vierge reçoit, la Vierge un peu pensive, reçoit des mains de l'ange. Et la particularité de cet ange, c'est son sourire. L'extraordinaire sourire à la Verrocchio de l'ange et son expression attendrie à l'égard de l'enfant, qui est presque unique dans toute la production de Botticelli, où les anges et les saints frappent d'ordinaire par leur gravité mélancolique, tendance assez profonde chez Botticelli. C'est un peintre grave,
manifestement un peu tourmenté, ce qu'on peut comprendre avec les épisodes de Savonarole. Voilà le sourire de l'ange en direction de l'enfant Jésus, et puis évidemment ces éléments symboliques de l'Eucharistie. D'ailleurs un joli travail du peintre pour entourer de la main droite de l'ange et de la main droite de la Vierge ces éléments symboliques de l'Eucharistie. Le défilé des images, ça va à peu près? Mais si c'est trop rapide ou trop lent, dites-le. Alors, tout autre sujet, biblique, mais complètement différent. Le retour de Judith à Béthulie, un petit tableau, 31 sur 24 cm. Il s'agit donc d'une référence au livre biblique de Judith. Judith, ça veut dire la juive. La petite ville de Béthulie, en Palestine, est assiégée par Holoferne, général de l'armée de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et Judith, une veuve de Manassé, veut sauver sa ville, et pour cela, elle revêt sa toilette de fête et gagne le camp ennemi. Elle séduit Holoferne et profite de son ivresse après un banquet pour lui trancher la tête avec son cimeterre. On ne voit pas évidemment cet épisode que l'on rencontre chez bien d'autres peintres. Ici, c'est le retour de Judith à Béthulie avec la tête d'Holoferne qui se trouve dans le panier porté par sa servante. La tension dramatique et la fusion avec le paysage, derrière, viennent d'un autre peintre de l'époque, Pollaiolo, qu'on ne pourra pas admirer dans ses œuvres parce qu'on ne peut pas tout voir. Et à ce tableau, donc quelques détails tout de même, on retrouve le visage qu'on avait notamment sur la Force, puisque chaque peintre utilise des modèles de visage qu'il a sans doute donc étudié en détail dans son atelier. Voilà, parfaite réussite de la tête d'Holoferne dans le panier de la servante, avec ce visage un peu songeur de Judith. Eh bien, on voit la fuite de l'armée, de Nabuchodonosor, puisque quand le général est assassiné, à cette époque surtout, les troupes regagnent leur pays. Et un tableau qui lui fait pendant, vous voyez, même dimension, c'est la découverte du corps d'Holoferne. Ce petit tableau, donc, qui est le pendant, a été, avec l'autre, offert presque un siècle plus tard à l'épouse du grand-duc de Toscane, François Ier de Médicis. Alors, dans la tente d'Holoferne, le premier plan expose le corps dénudé du général,
qui est complaisamment étudié, hein, avec une étude bien approfondie du torse, du jeu de lumière sur les membres, ainsi que sur les draps dont les plis sont serrés. On va voir un peu plus de détails. Le traitement de la couleur, des tons et des accords originaux attestent déjà une grande maturité artistique, ainsi que les effets de lumière qui ne sont pas réalistes et qui serpentent sur les surfaces et sur les étoffes pour accentuer les formes et les faire vibrer. On va mieux le voir. Ça, c'est la partie supérieure du tableau, avec évidemment l'effroi de Nabuchodonosor en voyant son général décapité. Et puis voilà, la magnifique représentation du torse, des membres et de ses draps, avec toute la lumière que le peintre réussit à faire jaillir. Un détail sur Nabuchodonosor. Les serviteurs, eux aussi effrayés. Tableau suivant, un portrait. Portrait d'homme à la médaille. Avec sur cette médaille représente comme l'Ancien, avec un texte. Donc un petit tableau. L'homme n'a pas été identifié. Il y a une inscription sur la médaille que vous ne verrez pas parce que je n'ai pas de détails quand je n'ai pas pu photographier directement sur le tableau. Il est écrit Magnus Cosmus Médicis. Donc c'est évidemment un hommage indirect au mécénat des Médicis, en l'espèce à Côme l'Ancien. Il s'agit d'un portrait donc qui est intense et original, qui dépasse l'influence de Pollaiolo pour l'énergie du trait. On va voir en détail, évidemment, avec le visage. Traitement du paysage un peu à la flamande derrière. Là déjà Botticelli accentue le trait, les contours. Alors vous voyez, la photo n'est pas prise sur le même livre. Et là, il y a peut-être plus de douceur, mais moins de netteté des contours. Et la médaille. Voici maintenant un des tableaux les plus importants de Botticelli, l'Adoration des mages. Donc déjà un tableau plus grand qui lui était destiné à une chapelle. Voilà, je vous présente l'ensemble du tableau tout d'abord. Le tableau a été peint pour la riche chapelle de Guaspare dei Lama, à la droite de l'entrée principale d'une des églises les plus importantes de Florence, Santa Maria Novella. Donc pour la chapelle, les chapelles étaient en quelque sorte concédées
à des riches bourgeois, à la charge pour eux évidemment de l'aménager, parfois même de l'édifier intérieurement. Et dans ce tableau, on va y venir pour les détails, on va reconnaître plusieurs membres de la famille Médicis, tant dans les rois mages que parmi d'autres personnages. Alors la présence de ces portraits médicéens dans une œuvre destinée à une chapelle ouverte à tous a, semble-t-il, d'abord la valeur d'une profession publique d'allégeance, tant de la part du commanditaire que de celle du peintre. Le peintre qui est représenté à droite du tableau. Alors déjà, on va rentrer dans le détail, mais dans cette vue générale, vous avez deux personnages aux extrémités. Celui de gauche qui tient son épée et qui a un maintien assez fier, c'est Laurent le Magnifique. Et symétriquement, celui qui est le plus à droite, en vêtements presque d'antiquité, c'est Botticelli. C'est un autoportrait peut-être le plus connu. Ce tableau est très symétrique parce qu'au milieu, vous avez la Vierge qui domine, les lignes de perspective, à gauche, les arcades, tout à fait à gauche, et à droite, le mur en ruine. Et puis, le personnage le plus proche de la Vierge, vous l'apercevez déjà, le vieux roi, eh bien, c'est Côme de Médicis. Parce que les trois rois qui sont présentés donnent lieu à des portraits posthumes. Parce qu'au moment du tableau, qui est de 1475, eh bien, Côme de Médicis est mort, 1464. Son fils, qui a la toge orange au centre, mais sous la Vierge, eh bien, c'est Pierre le Goutteux, le fils, qui est décédé en 1469. Et nous avons à sa droite, on le verra plus en détail, le troisième roi, qui était un autre fils de Côme de Médicis, Jean, qui est décédé en 1461. Et d'autres personnages sont des familiers des Médicis, mais vous voyez, les trois rois sont des Médicis et ils sont tous morts au moment du tableau. Donc il y a un côté mémoriel dans ce tableau. On va maintenant rentrer plus dans le détail. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà. Vous avez les numéros 5, 6 et 7 sont les trois rois mages qui sont des portraits posthumes. À gauche, le numéro 1, c'est, je vous l'ai dit, Laurent de Médicis, dit le Magnifique, et les 2 et 3 sont des humanistes, amis de Laurent de Médicis, Policien et Pic de la Mirandole. Je reviens en arrière, mais on va les voir plus en détail maintenant. Nous en avons un autre qui n'est pas un roi mage. Vous pouvez peut-être le voir maintenant. Il est un peu à droite et son vêtement est principalement noir. Il a les cheveux noirs aussi. Il est sur le côté. C'est celui qui va décéder en 1478. C'est Julien de Médicis. Oui, vous avez là une représentation des différents. Vous voulez que je vous mette ça? Non. Ça permet de repérer les membres de la famille. Hein. Voilà, mais on va rentrer dans les détails, autant que faire se peut. Et là, nous voyons bien Julien de Médicis, hein, un peu à droite. Alors, je vais vous citer ce que dit Vasari, qui considère que ce tableau est un des plus importants de Botticelli. Je cite Vasari, le premier historien de l'art, hein, dans ses vies des artistes de 1550, je cite, « Il est impossible de décrire la beauté que Sandro a donnée au visage dans ce tableau. Leurs attitudes sont variées, l'un de face, l'autre de profil, de trois quarts, inclinés, avec des expressions différentes, selon qu'ils sont jeunes ou vieux.
et ce, avec toutes les recherches qui permettent d'apprécier la perfection de l'art. Œuvre vraiment admirable, si belle grâce aux couleurs, au dessin et à la composition que de nos jours encore, tous les artistes en sont émerveillés. Et la couleur est rehaussée par les effets d'orfèvrerie en filigrane d'or, comme sur l'habit que l'on voit ici, comme sur l'habit du vieux roi, et par de savants jeux de lumière, avec même l'esquisse d'un contre-jour sur la partie gauche. Nous voyons d'ailleurs sur cette partie gauche les deux amis humanistes. Le plus à gauche, bien sûr, c'est Laurent le Magnifique, et puis nous avons Policien et Pic de la Mirandole, Pic de la Mirandole qui se retourne vers Laurent le Magnifique, comme s'il y avait une conversation entre eux. Et évidemment, Laurent le Magnifique, il affirme par son attitude sa fierté. Il est le maître de Florence. C'est en quelque sorte le guide suprême. Il n'a aucune fonction officielle, mais c'est lui qui dirige tout. Voilà, je crois qu'on voit mieux là les détails de ses visages, ses attitudes différentes, comme le décrivait Vasari. Voilà, comme de Médicis, comme l'Ancien. Sans oublier tout de même Joseph et Marie. Donc voilà, au centre ici, on voit Julien de Médicis. Oui, là vous avez déjà une bonne vision de la variété des visages. C'est un élément important parce que dans son traité théorique, Alberti disait que la varietas, c'est-à-dire donc la nécessité de varier les attitudes, les positions, était une chose importante dans l'art de la Renaissance florentine. Voilà, vous en voyez encore un exemple ici avec ces personnages dont certains sont identifiables et d'autres plus difficilement dans l'entourage des Médicis. Et puis quand même, on va terminer avec l'autoportrait de Sandro Botticelli. Encore un autre portrait, un portrait de jeune homme non identifié, toujours un peu les mêmes dimensions pour les portraits, des œuvres évidemment privées. L'attribution dominante, vous voyez, ça fait partie de ces tableaux dont l'attribution a été discutée entre les historiens de l'art. L'attribution dominante va à Botticelli, mais certains historiens de l'art voit dans ce tableau la manière de Filippino Lippi, j'ai bien dit Filippino Lippi, le fils de Filippo Lippi, qui va travailler dans l'atelier de Botticelli, qui est un excellent peintre de cette période, donc dans les années 1470-1475. Filippino Lippi, qui était donc le fils du maître de Botticelli. Détail sur le visage de ce jeune homme.
Alors maintenant, un des tableaux les plus importants de Botticelli, qui nécessite quelques explications préalables. Allégorie du printemps. Ce n'est pas le titre qui est donné par Botticelli, mais c'est un titre qui ensuite a été donné depuis quelques années après le tableau. Donc grand tableau, hein, 203 sur 314 cm, vers 1482. Alors, ça m'impose d'abord, avant d'examiner le sens de ce tableau, de le regarder dans ses différents personnages, il faut dire quelque chose du néoplatonisme. Botticelli est un peintre qui réfléchit, c'est pas un simple reproducteur d'œuvres artistiques, il est aussi attiré par la philosophie. Dans les années 1480, Botticelli a progressivement assimilé la culture néo-platonicienne dont il s'était directement imprégné au contact des philosophes et des lettrés de la cour de Médicis, dont je vous ai montré deux exemples tout à l'heure dans le tableau de l'adoration des mages. Et non seulement il a adhéré à l'expression artistique de ces théories, mais il en a réalisé la transposition figurative la plus achevée. Et c'est ici une transposition figurative d'éléments philosophiques néoplatoniciens qui nous est présentée. Le monde de la réalité naturelle, selon le message retrouvé de Platon, devient pour Botticelli la démonstration de l'idée de beauté. L'idée de beauté qui a présidé à la création. Et dans cette nouvelle vision de l'univers, les divinités mythologiques, incarnant les symboles de la plus haute activité intellectuelle, dans ses différents aspects, pour développer l'esprit et le purifier en le disposant à une meilleure compréhension de l'harmonie de l'univers. Cette harmonie universelle, comme le concept d'humanité, à savoir la pleine expression des qualités les plus élevées de l'esprit humain, qui est à la base de la conception néoplatonicienne, trouve en Vénus et son royaume, avec son royaume et les personnages de sa suite, la personnification la plus adéquate. Donc vous voyez qu'il faut évidemment élever le sens de ces éléments mythologiques que l'on va analyser tout à l'heure, parce que le néoplatonisme se situe dans cet esprit de la Renaissance italienne qui veut mettre l'homme au centre, mais pas pour évacuer la divinité, mais pour mettre plus au centre qu'il ne l'était au Moyen-Âge. Donc exalter l'homme, mais sans oublier qu'il s'insère dans la création. Donc une espèce de volonté de concilier l'humanisme avec la philosophie chrétienne, avec évidemment la foi chrétienne tout simplement. Donc ces éléments mythologiques et cette présence de Vénus, eh bien, vont donner un sens au tableau, alors qu'il s'agit évidemment de rechercher les capacités maximales de l'esprit humain. Donc voici ce tableau. Je vous le montre dans son entier pour l'instant, mais je ne vais pas rester sur cette image. Je vais vous le montrer un peu plus réduit, mais les couleurs correspondent mieux à la réalité. Vous voyez, il y a plus de lumière. Donc on va rester comme ça, puisqu'on le voit presque entièrement. Selon un inventaire de l'époque, le tableau se serait trouvé, parce que ça c'est intéressant aussi, qui a commandé le tableau, pourquoi? Le tableau se serait trouvé en 1499, donc une vingtaine d'années, pas tout à fait après, dans le palais florentin occupé par Lorenzo di
Pier Francesco, cousin de Laurent le Magnifique. Il a été peint probablement en 1482 à l'occasion du mariage de Lorenzo di Pier Francesco. Quant au titre Le Printemps, qui n'est pas évidemment de Botticelli lui-même, il est repris depuis le XVIe siècle et il correspond à une peinture qui représente et qui fête l'arrivée du printemps. Botticelli a repris ici un conte mythologique d'Ovide, Ovide, poète de l'Antiquité. Alors, entrons dans le tableau. On va y entrer par le centre, le personnage central, Vénus. Au milieu d'un bosquet d'orangers, apparaît dans une prairie Vénus, la déesse de l'amour. Au-dessus d'elle, son fils Eros, qui décoche ses flèches d'amour, les yeux bandés. Au-dessus et autour de Vénus, les orangers se referment en demi-cercle, comme une auréole de Dieu ou de saint, entourant la déesse, premier personnage du tableau. On quitte donc le centre du tableau et on va sur la droite. Arrivant sur la droite, Zéphyr, le dieu du vent, qui pénètre violemment dans le jardin, au point que les arbres se ploient. Les arbres, ils ploient. On le voit très bien sur un tronc à droite. Et ce dieu Zéphyr, le dieu du vent, il poursuit la nymphe Chloris, qui est habillée de voiles transparents, laquelle regarde le dieu du vent avec effroi. Et Zéphyr saisit Chloris et l'épouse en lui conférant le pouvoir de faire pousser des fleurs, lesquelles fleurs déjà sortent de sa bouche. On le voit, je pense, déjà sur l'image, on le verra mieux ensuite. C'est le début du printemps, le moment où la nymphe Chloris se transforme en Flore, c'est-à-dire qu'elle devient le personnage suivant. Elle se transforme en Flore, la déesse des fleurs. Et là, il faut citer Ovide, « J'étais Chloris, moi que l'on nomme aujourd'hui Flore ». Donc c'est le même personnage transformé de Chloris en Flore. Et maintenant, Flore, tout habillée et coiffée de fleurs, elle met la main à une poche formée par un pli retroussé de sa robe pour y puiser une pleine poignée de roses qu'elle va jeter dans le jardin. Vous suivez donc la progression dans le tableau. On est parti du centre à droite et maintenant sur le côté gauche, la moitié gauche. Nous avons les trois grâces qui sont les compagnes de Vénus et qui dansent une ronde pleine de charme. Et à leur côté, Mercure. Mercure qui ferme le tableau, le messager des dieux. Sur la gauche, on le reconnaît à ses sandales ailées, ainsi qu'au caducée, qu'on ne voit peut-être pas très bien, qu'au caducée qu'il tient de sa main, sa main droite élevée. Et le caducée, c'est une baguette entourée de deux serpents, puisque selon la mythologie antique, Mercure aurait séparé d'une baguette deux serpents qui se battaient, ce qui a fait du caducée le symbole de la paix. Et Mercure éloigne avec le caducée tous les nuages menaçant de pénétrer le jardin de Vénus. Il devient ainsi le protecteur d'un jardin sans nuages où règne la paix éternelle. Et son sabre symbolise la vaillance de ce gardien du bosquet. Et vous voyez donc ce contraste entre la violence à droite de l'arrivée de Zéphyr et la paix à gauche, incarnée donc par Mercure. Voilà donc le sens immédiat du tableau.
du moins le décryptage mythologique. Et ce passage de la violence à la paix, eh bien, il nous incite à voir davantage que la représentation d'un jardin d'amour. Derrière cette représentation se cache une signification plus profonde, celle de l'idée même de l'amour, telle que développée à la cour des Médicis par le philosophe Marsile Ficin. Dans une conception réunissant des idées platoniciennes et les croyances chrétiennes, sous la forme d'une vision néoplatonicienne du monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je cite maintenant un historien de l'art, la démarche humaine idéale consiste dans l'effort constant pour passer de la passion sensuelle au désir spiritualisé de connaissance et de lumière dans l'union avec Dieu. Voilà le sens général de ce tableau, et je vais maintenant vous montrer les détails, puisque ces détails, je vous les montre d'abord par les groupes et ensuite par les visages, puisque vous savez, il y a des visages magnifiques. Alors voilà le schéma, qui nous montre la composition très rigoureuse à partir de triangles, de losanges, très rigoureux, très symétrique, et je dirais avec, comme dans l'Antiquité, les visages sont en forme de frise, à peu près tous au même niveau, mais dans une variété que l'on va retrouver bien entendu dans les visages, leur représentation là aussi de face, de profil, de dos. Voilà, je commence par le groupe à droite. Voilà, qu'on voit mieux. Le visage d'effroi, le visage heureux, le visage violent de Zéphyr. Parce que quand on dit qu'il l'a épousée, c'est un euphémisme. On voit bien les fleurs qui sortent déjà de la bouche de Chloris, qui va se transformer en flore. Voilà, je suis dans les groupes pour l'instant. Et donc maintenant le groupe des grâces qui dansent, elles se tiennent toutes la main. Avec ses chevelures complexes, typiques de ce que fait Botticelli. Ouais, on voit bien la branche de l'arbre qui ploie, et les cheveux au vent pour bien montrer la violence de l'irruption du vent. Je suis allé trop vite peut-être.
L'or et son diadème de fleurs. Il y a toujours un fond de mélancolie dans les visages de Botticelli. De temps en temps, je montre un pied quand même. Et Vénus, on ne va pas l'oublier. Alors vous allez voir tout de suite sur le visage les différences de représentation des couleurs dans les livres. Bon, là on est assez proche de la vérité, regardez-moi ça. Alors regardez un petit peu. Décoche ses flèches d'amour. Et puis nos trois grâces. Est un sujet de peinture évidemment qui a attiré de grands artistes. On en verra pour Raphaël en tout petit format. Avec un jeu du peintre sur les mains. Voilà. Alors on célèbre le printemps, mais d'une manière sérieuse. Les deux mains qui se réunissent en haut sont aussi une réussite du peintre sur les... Avec un type de visage évidemment qu'on va retrouver. Par exemple, la Grâce qui est à gauche, on va retrouver son visage dans la naissance de Vénus, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais une prochaine fois. Puisque Botticelli nous tiendra pendant deux cours. Pardon, je suis allé trop vite là. Et on termine avec Mercure. Voilà. Pour ce tableau, évidemment, des plus importants. Celui-ci, les moins, mais tout de même. Portrait de Julien de Médicis. Portrait posthume, hein, qui a été peint après son assassinat en 1478. C'est une des répliques d'un portrait donc de Julien
qui ont été réalisés par Botticelli pour les amis du disparu après donc son assassinat. Avec un travail sur les textures aussi. Tout autre sujet, Saint-Augustin dans son cabinet, et une fresque détachée. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans l'église, mais elle a été changée d'emplacement. Donc déjà plus de 1,50 m de haut. Cette fresque a été peinte à l'entrée du chœur de l'église florentine d'Ogni Santi, tous les saints, avec pour pendant un Saint Jérôme. Mais le Saint Jérôme, lui, a été peint par Ghirlandaio. Le choix de ces deux pères de l'église, Saint Jérôme et Saint Augustin, n'est pas innocent, c'est un choix qui a été fait parce que la règle monastique des religieux qui étaient propriétaires de l'église, cette règle monastique introduisait la discipline de Saint Benoît, laquelle donne une grande importance à l'étude de ces deux grands docteurs, de l'église, puisque Saint Jérôme, c'est celui qui a traduit la Bible, et Saint Augustin, c'est le plus grand théologien de l'Antiquité chrétienne, avec plus tard donc Saint Thomas d'Aquin. Et c'est pourquoi, évidemment, il est ici célébré. Et Vasari, là encore, loue l'œuvre en disant que ce tableau, cette fresque, pardon, fit l'objet des plus grands éloges, car on pouvait voir sur le visage du saint cette profonde réflexion et cette finesse subtile habituelle aux esprits méditatifs, absorbés constamment dans la recherche des choses les plus élevées et les plus difficiles. Vous retrouvez l'état d'esprit que je vous avais indiqué dans le néoplatonisme, d'autant que vers 1480, dans le cercle des néoplatoniciens, il y avait une théorie de la mélancolie qui était liée à l'inspiration artistique et intellectuelle. Donc ici, les objets qui sont disposés auprès de Saint Augustin, vous voyez mieux maintenant, sont évidemment choisis symboliquement compte tenu de sa spiritualité. Quant à la couleur et à la technique de la fresque, elles sont empruntées à Andrea del Castagno, un fresquiste dont nous avons vu les œuvres l'année dernière, de même que son attitude héroïque. Vous voyez ce visage qui exprime la réflexion, la concentration. Alors il a sa mitre d'évêque, évidemment, qui est son attribut habituel, et le reste, évidemment, correspond à des éléments symboliques par rapport à son œuvre, la cité de Dieu, la cité des hommes, etc. On change complètement de sujet. On va faire honneur tout de même aux dames, maintenant, avec la belle Simonetta, que voici. Il s'agit de Simonetta Vespucci, qui n'était pas une Florentine, elle était noble de la République de Gênes, mais elle a épousé, c'est aussi un portrait posthume, puisqu'elle est décédée en 1476, mais elle a épousé en 1469 le Florentin Marco Vespucci, qui était liée aux Médicis. Elle était réputée la plus belle femme de Florence à son époque.
elle a été modèle de plusieurs peintres, dont Piero di Cosimo. On va regarder quelques détails. Évidemment, elle a une coiffure aussi très élaborée. Elle porte une gemme qu'on verra en détail avec des éléments mythologiques. Voilà la belle Simonetta. Alors en Italie, on a toujours eu une prédilection pour les portraits de profil par hérédité de l'art des médailles, évidemment, qui existait depuis l'Antiquité. Donc beaucoup de profils dans la peinture italienne, dont on a un très bon exemple ici. Alors vous voyez, elle porte au cou une gemme avec des éléments de l'Antiquité mythologique qui ont appartenu, cette gemme aurait appartenu au XVe siècle aux Médicis. Elle a peut-être été utilisée d'ailleurs uniquement pour ce portrait posthume, c'est possible. On revient à une Madone, Madone au livre, qui est une des plus belles Madones de Botticelli. Le thème de la Vierge à l'enfant est traité ici avec beaucoup d'harmonie, une perfection dans le détail et une grande sérénité. Elle a eu beaucoup de succès. On va voir aussi des accessoires qui tiennent de la nature morte, le livre, la coupe de fruits, la boîte à l'arrière-plan, qui sont autant de détails précieux, comme les touches d'or disséminées sur la couleur. Alors ici, le thème de la lecture, puisque l'enfant Jésus est censé apprendre à lire sous l'égide de sa mère, mais le thème de la lecture est associé à une méditation sur la passion du Christ qui est évoquée par les clous et la couronne d'épines que tient l'enfant. Rentrons dans les détails. Voilà, d'abord pour les visages, avec ce visage toujours pensif, ici des contours très, très marqués. Donc nous sommes dans la pleine réalisation, le sommet de l'art de Botticelli dans les visages féminins. On en verra d'autres la prochaine fois, avec cette coupe de fruits-fleurs derrière. Et là aussi le regard de l'enfant, toujours cette idée de tendresse. Et voilà, l'enfant tient dans sa main gauche une petite couronne d'épines, ainsi que 3 petits clous, qui sont évidemment les symboles de sa future passion, et qui expliquent aussi que la Vierge est un visage grave, par anticipation des souffrances rédemptrices du Christ. Il faut toujours se souvenir qu'on est à une époque où tout le monde est chrétien, quel que soit l'humanisme. Voilà les éléments ici du travail des mains, du livre. Alors maintenant, il s'agit d'une des œuvres évidemment les plus importantes de Botticelli, les fresques de la chapelle Sixtine, sa participation, puisqu'il y avait d'autres peintres pour d'autres fresques, des grands panneaux. Vous voyez, tous les panneaux font à peu près comme ça, 3,50 m sur 5,50 m à peu près. Et Botticelli en a réalisé 3. On va les prendre dans l'ordre biblique. Les épreuves de Moïse.
Donc référence évidemment au livre de l'Exode, dont fresque de la chapelle Sixtine, murale de la chapelle Sixtine. Cette fresque préfigure les tentations du Christ qui ont été peintes par Botticelli sur le mur d'en face. Alors, ici, en fait, Moïse est représenté 7 fois. 7 fois, dans différents épisodes qui sont regroupés dans la fresque. Les différents épisodes ont pour héros Moïse, que l'on reconnaît ici, sa tunique jaune, couverte d'un manteau vert qu'on voit plus ou moins bien, et elles sont distribuées harmonieusement, toutes ces scènes, tous ces épisodes, sur plusieurs plans et plusieurs hauteurs. Alors on va commencer à droite en bas, dans l'ordre chronologique. À droite en bas, Moïse, qui paraît agenouillé, tue un Égyptien qui torturait un jeune Hébreu, lequel jeune Hébreu s'éloigne sur la droite. Il est réconforté par une femme et il se trouve sur le fond d'une perspective classique, par les 3 piliers d'un édifice classique qui va vers le fond et souligne la ligne de perspective. Et derrière, toujours à droite, au fond, il y a une espèce de sentier. Eh bien, Moïse s'éloigne vers le désert dans un paysage qui accentue son extrême solitude. Ensuite, on se déplace vers la gauche. On retrouve Moïse chassant les bergers. Ces bergers qui avaient agressé les filles de Jéthro. Jéthro, prêtre de Madiane, et pour lesquels, ensuite, un peu plus vers nous, au premier plan, Moïse puise de l'eau au puits pour alimenter le bétail des filles de Jéthro. Il épousera d'ailleurs l'une des filles de Jéthro. Au premier plan, au centre. On remonte maintenant vers l'arrière-plan. On est au centre, on remonte à l'arrière-plan, et qu'est-ce qu'on voit? Moïse au milieu d'un troupeau qui se déchausse. Il se déchausse alors dans une pose qui est empruntée à la statuaire antique. Un exemple que j'avais vu l'année dernière, on ne peut pas s'y pencher encore maintenant, et Moïse est en train de s'approcher, alors au fond à gauche, vers le buisson ardent, qui est ici personnifié, puisque dans le texte biblique, Moïse ne voit pas un personnage, il ne voit pas Dieu, puisque nul ne peut voir Dieu sans mourir. Il voit un buisson qui brûle sans se consumer. C'est ça le buisson ardent. Mais évidemment, ici, pour les besoins, eh bien, on explique avec la présence d'un Dieu le Père à barbe blanche au milieu du buisson ardent. Et enfin, en bas à gauche, c'est l'Exode. Moïse guide l'Exode des Hébreux hors d'Égypte, avec enfants, bagages et animaux. Alors, les commentaires des historiens de l'art, je cite: la fluidité des parcours linéaires et l'harmonie de la composition culmine dans le lyrisme des 2 figures féminines au centre, qui fait des filles de Jéthro les sœurs des grâces, et de toutes les femmes que Botticelli a dessinées en multipliant les entrelacs sinueux de chevelures et de voiles. Et bien maintenant, on va rentrer dans les détails que j'ai pu obtenir de cette fresque, évidemment qu'on ne peut pas photographier même quand on est sur place, c'est pas possible. On n'a pas de recul, on n'a pas. Vous voyez d'ailleurs, si vous regardez un peu, que certaines parties de la fresque sont un petit peu effacées. Donc là, nous avons le premier plan à droite avec Moïse qui est en train de tuer l'Égyptien. Ensuite, le jeune Hébreu dans les bras d'une femme qui s'échappe. Puis Moïse qui court vers le fond, dans le désert. Et puis à gauche,
il est en train de se battre avec les bergers qui ne voulaient pas que les filles de Jéthro puissent alimenter leur bétail. Hein, dans l'Antiquité, c'est évidemment très important, tout ce qui se passe autour des puits. Et voilà, on le voit, et on le voit ici à gauche, on veut juste à gauche, il est en train d'abreuver les moutons des filles de Jéthro. On passe à l'arrière-plan, où l'on voit, enfin l'arrière-plan et l'avant-plan. En haut, on a Moïse qui se déchausse, et Moïse qui est à genoux au pied du buisson ardent. Et en bas, à gauche, Moïse qui conduit l'Exode, le peuple hébreu, vers la terre promise. Voilà, là on voit mieux les deux épisodes du buisson ardent. Voilà, il se déchausse avec son genou gauche qui est replié, comme c'est le cas dans une statue antique. Et voilà donc l'Exode avec femmes, enfants, animaux, et nous voyons à droite nos deux filles de Jéthro, hein, qui ressemblent un peu à ces grâces tout à l'heure qui dansaient, de même celle qui porte un récipient à gaudron. Voilà, les femmes peintes par Botticelli avec leur coiffure compliquée, très élaborée. Voilà, on en voit une là. Et les deux filles de Jéthro. Alors on a encore le temps de voir la deuxième fresque, on ne la verra pas la troisième. La deuxième fresque, pas aujourd'hui, le châtiment des prêtres rebelles. Toujours dans l'Ancien Testament, un épisode peu connu, hein, peu connu, fresque même dimension, le châtiment des prêtres rebelles, la punition des rebelles qui avaient osé contester l'autorité de Moïse dans l'Exode, et qui se déroule en 3 scènes dramatiques qui sont nettement divisées. Alors vous avez une double division, la division des personnages au premier plan et la division architecturale et paysagère au second plan. Et tous les personnages occupent la moitié basse du tableau, enfin de la fresque, pardon. Et tout ce qui est architecture et paysage, la moitié supérieure. Donc à droite, je commence par les personnages, à droite Moïse sur le point d'être lapidé, on le retrouve avec les mêmes couleurs de vêtements, hein. Il est sur le point d'être lapidé, mais il est sauvé par Josué, qui sera son successeur, hein, qui contient la foule des rebelles. Et au fond, vous avez les ruines d'un édifice classique qui existait encore en 1481, quand les fresques ont été peintes. Allons maintenant au centre. Sur le fond, le grand arc de Constantin à Rome, qui est reproduit exactement, sauf pour les décorations. Et vous avez ici, devant l'arc de Constantin, le feu de Dieu, qui est invoqué par Moïse, qui lève sa baguette, et ce feu de Dieu dévore les prêtres rebelles qui meurent en agitant leurs encensoirs. On verra quelques détails de cet épisode. Et puis à gauche, donc 3e épisode, devant la façade d'un autre édifice qui est vu de profil, un édifice classique qui ferme la perspective, tout à gauche, la terre s'ouvre au commandement de Moïse pour engloutir les Lévites. Seuls 2 jeunes innocents qui sont soutenus par des nuages à l'extrême gauche du tableau sont sauvés. Et
Donc, il y a dans cette fresque aussi un lien très bien réalisé, une opposition entre la tension dramatique des scènes qui sont mouvementées, ce à quoi répond l'ordre des perspectives et des architectures où s'incarne l'idéal rationnel de la Renaissance, avec le raccord grandiose de l'arc de triomphe avec les trouées du paysage, paysage rural, du paysage maritime et du paysage urbain. Donc une très belle fresque, très équilibrée, qui nous montre tout l'art de Botticelli, et c'est avec cette fresque dont on va voir quelques détails quand même qu'on va terminer cette séance. Voilà, partie centrale avec l'arc de Constantin, ceux qui sont allés à Rome le connaissent bien. Voilà, et l'arc ici nous permet de voir le raccordement de paysages, cette unité paysagère qui a envahi la peinture dès le milieu du Quattrocento florentin. Peint aussi avec un art du relief. On a vraiment l'impression que c'est une réalité sculpturale. Voilà, dans la partie centrale, les prêtres qui sont broyés par le feu de Dieu. On le voit plus en détail ici. Et c'est avec cette image peu réjouissante, mais qu'on va se quitter, puisqu'on la prochaine fresque, ce sera pour, je crois, dans 3 semaines, mais voyez le calendrier. Voilà, je vous remercie.